Bonjour, je suis Valérie Laranet, journaliste et président de l'Association des journalistes de l'environnement, qui est à l'origine de ce webinaire. Nous faisons chaque année un briefing de pré-COP à destination des adhérents de la JE. L'idée étant de réviser ce qui s'est passé au cours de l'année, de voir où en sont à date les négociations internationales sur le climat, de sorte qu'on puisse voir dans quel contexte nous entrerons dans quelques jours dans la 30e conférence des parties à la Convention des Nations Unies sur le changement climatique. Pour ce faire, j'ai convié à mes côtés Marc Tudenham, qui est le responsable veille et information climat international du CITEPA. Le CITEPA, pour celles et ceux qui ne sont pas encore bien réveillés, c'est l'institution française qui établit les inventaires d'émissions de polluants dans l'atmosphère et de gaz à effet de serre. Marc Tudenham suit les questions de négociations internationales sur le climat depuis plus que ça, au moins 25 ans. Oui. Donc, c'est l'une des personnes en France qui connaît le mieux le sujet et qui en plus a la mémoire. Donc, Je suis vieux, c'est pour ça. c'est la personne qu'il vous faut interroger si vous souhaitez contextualiser une décision ou une posture d'un pays. Voilà. Je lui laisse tout de suite la parole et on se retrouve dans une petite heure pour la séance de questions-réponses. Merci beaucoup, Valérie. Oui, donc c'est un plaisir pour moi de vous présenter les enjeux de la COP, mais comme tous les ans et comme a dit Valérie, avant de rentrer dans le sujet des enjeux, je vais vous présenter des éléments de contexte. Euh, donc, euh, euh, D'abord, quelques indicateurs scientifiques. Ensuite, où en sont les négociations avant la COP et après le déroulement et les enjeux un petit peu en détail. Donc, d'abord, quelques indicateurs scientifiques qui sont plutôt de bonne augure, je trouve. Est-ce que tout le monde voit les slides? Ah oui, parce que je vais partager mon écran. Comment je fais pour partager mon écran? C'est là, on va. Ah, C'est le truc ah, vert là. ah c'est ça, d'accord. Voilà, c'est ça. Est-ce que vous voyez l'écran? Est-ce que, voilà, ça va, je ne sais pas, il cache peut-être qu'il nous fait dans l'écran. Vous pourriez nous dire si vous voyez l'écran, est-ce que c'est bon ou pas? Ah, plus, c'est ça. Non, non, le chat, c'est là. Ouais. Ah, pardon. C'est en plus. Ah oui, c'est très sûr. Ah, très bien. Merci beaucoup. Bon, on continue. Excusez-nous, hein, on est un petit peu novice avec tout ça. Bon, bref. Donc, je vous parle de quelques bonnes nouvelles, indicateurs scientifiques. Donc, comme ça fait 10 ans que l'accord de Paris a été adopté, il y a quand même pas mal d'articles sur ça, la comparaison avant et après l'accord de Paris. Donc, le Climate Change Committee, qui est britannique, c'est l'équivalent du HCC en France, le Conseil pour le climat. Dans ma veille, j'ai vu qu'ils ont publié un rapport au mois de juin à l'attention, c'est un rapport annuel à l'attention du Parlement britannique sur les progrès dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre du Royaume-Uni, mais ils ont fait une mise en perspective, donc les réductions des gros émetteurs, c'est-à-dire les pays du G20, avant et après l'adoption de l'accord de Paris. Donc là, vous avez un graphique qui vous montre clairement, donc les barres oranges, c'est la période 90 2015, donc avant Paris, et les barres bleues, c'est la période après Paris. Et qu'est-ce qu'on voit? Donc, les pays qui ont réduit depuis 2015, bon, évidemment, la plupart des pays industrialisés, mais aussi la Corée du Sud, qui c'est le seul pays émergent du G20 à avoir réduit ses émissions sur la période post-Paris. Les pays qui ont augmenté, par contre, donc depuis 2015, la Chine, Inde, Indonésie, Russie, Turquie, et le CCC note la plus faible hausse 2015-2023 par rapport à la période précédente en Chine, donc moitié moins, 2,5% en moyenne par an par rapport à 5% dans la période précédente, Arabie Saoudite, Turquie, etc. Et il note la plus forte réduction en 2015-2023 par rapport à la période précédente en France, dans le Royaume-Uni, dans l'UE dans son ensemble et au Japon. Donc, sur la base de ces résultats, on peut quand même dire que l'accord de Paris a eu un impact plutôt positif sur l'évolution des émissions. On ne sait pas si c'est
structurelle ou conjoncturelle, mais quand même, on voit une différence. Et évidemment, on voit également que d'importants efforts sont toujours à consentir. Euh, un autre think tank britannique, Energy and Climate Intelligence Unit, c'est franchement très bien fait ce site. Ils font des briefs sur les COP, tout ça, les notes d'analyse. Alors, eux, ils ont fait une analyse, donc 10 ans après l'accord de Paris, où on en est. Et donc, c'est une note d'analyse qui explique un petit peu où on en est. Donc, et il note un ralentissement mondial considérable de la croissance des émissions sur la décennie post-Paris par rapport à celle d'avant. Donc, en termes de GES, donc depuis l'adoption de l'accord de Paris, les émissions mondiales de GES ont cru de 2,62% en moyenne par an, soit 6 fois moins que le taux de croissance annuel observé pendant la période pré-Paris, où c'était de 16,4%. Et en termes de CO2, donc, il y a une stabilisation du taux de croissance annuel moyen de 1% à peu près entre 2015 et 2023, contre 18% avant. Là, vous voyez le graphique qui vous explique très bien et vous voyez la différence. Maintenant, on voit plutôt une stabilisation. Donc, je vous invite à regarder cette note d'analyse. Dans les slides que vous allez recevoir, tous les liens sont indiqués, donc c'est facile pour vous de retrouver tout ça. Alors, passons maintenant aux concentrations. Donc, comme tous les ans, l'OMM, qui est l'Organisation météorologique mondiale, a publié son bilan annuel sur les concentrations des gestes par les émissions, hein, et pour 2024. Donc, les concentrations atmosphériques de 3 gaz à effet de serre principaux, c'est-à-dire CO2, CH4, le méthane, et le N2O, le protoxyde d'azote. Et ces données sont issues d'un réseau qui s'appelle le Global Atmosphere Watch, qui s'étend sur plus de 50 pays. C'est un réseau mondial de surveillance. Alors, le bulletin 2024 2024 nous montre que les concentrations moyennes mondiales de chacun de ces 3 GES a atteint une fois de plus les niveaux les plus élevés jamais enregistrés depuis l'époque pré-industrielle, ici autour de 1750. Pour le CO2, on en est aujourd'hui, fin 2024, 424 à peu près ppm, soit une hausse de 52% depuis 1750. Et ce taux d'augmentation, en fait, entre 2023 et 2024, était de 3,5 ppm, qui est le plus élevé depuis plusieurs années et plus élevé que le taux d'augmentation moyenne annuelle de la dernière décennie, qui était de 2,57 ppm. Pour le CH4, on est presque à 2000, donc 1942, parti par milliard, par ppb, B pour billion en anglais, donc soit une augmentation de 166% depuis 1750. Et le N2O, 338 ppb, donc une hausse de 25%. Donc, si on regarde la part des différents gestes dans le forçage radiatif, donc le CO2, bien sûr, c'est le principal contributeur, 66% en 2024, suivi du méthane, 16%, donc deuxième gaz le plus important en termes de forçage, et du N2O, 6%. Quant aux gaz fluorés, eux, c'est 12% environ, et les HFC, 1% dans cette 12%. Donc, tout geste confondu, le forçage radiatif s'est accru de 54% entre 90 et 2024. Et le CO2 a contribué pour 79% à l'accroissement du forçage radiatif au cours de la dernière décennie. Voilà. Et je vous ai listé aussi, tout à titre d'information, les articles et les articles des revues scientifiques, des rapports intéressants, donc vous pouvez les consulter aussi. Alors, maintenant, où en sont les négociations? Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous présente donc les différents organes. Donc d'abord, en haut, vous avez les organes de prise de décision formelle, donc la COP pour la Convention climat, la CMP pour le protocole de Kyoto, et oui, ils se réunissent toujours, même si la période est terminée, et la CMA, qui est donc l'organe le plus important aujourd'hui, donc la réunion des parties à l'accord de Paris. En bas, vous avez les 2 organes subsidiaires, les subsidiary bodies. On l'a pas. On l'a pas. Vous n'avez pas quoi? Ah, voilà. Ça y est. Je partage mon écran, hein, normalement, vous l'avez, non? Ah oui. Donc, ok, en bas, vous avez donc. Vous avez les 2 organes subsidiaires, le SPSTA, donc le Conseil scientifique et technologique, et le SPI, donc pour mise en œuvre, I pour implementation, bien sûr. Donc, je vous fais un petit rappel des résultats de la COP29 à Bakou. Donc là, vous avez toutes les décisions qui ont été adoptées dans la version finale, définitive, numérotée, vous pouvez les consulter, y compris aussi les 2 rapports des SB.
Alors, évidemment, le résultat principal qui sort de Bakou, c'est la fixation du nouvel objectif collectif chiffré sur le financement climat post-2025, le NCQG. Alors, il y a un nouvel objectif global, rappelez-vous, de au moins 1300 milliards de dollars par an d'ici 2035. 1,3 trillion en anglais. Et à l'intérieur de ça, on a un objectif central de 300 milliards de dollars par an en prolongement de l'objectif des 100 milliards fixé en 2009 à Copenhague, et aller jusqu'à 2025. Et donc à partir d'un large éventail de sources privées, publiques, bilatérales, multilatérales, etc. Et évidemment, les pays industrialisés doivent être le moteur de la contribution. Donc les pays en développement, eux, peuvent contribuer, mais à titre volontaire. L'objectif couvre l'adaptation et l'atténuation, mais pas les pertes et préjudices. Grande dame des pays en développement, bien sûr. Et sous le pilotage, ça c'est très important, sous le pilotage des présidences de la CMA6, donc Azerbaïdjan, et la CMA7, le Brésil, il y a une feuille de route Bakou-Abelem vers les 1300 milliards qui a été lancée pour définir, enfin concrétiser le lever de fonds pour aller vers les 1,3 trillion. Et cette feuille de route, donc dans le cadre de cette feuille de route, les présidences azerbaïdjanaises et brésiliens sont chargés de présenter un rapport à Belém. Et c'est attendu de pied ferme par les pays en développement, bien sûr. Après, on a le bilan mondial, le Global Stocktake. Ça, c'est le deuxième résultat, ou plutôt manque de résultats. Pardon. Il y a en fait deux volets de ces négociations. Premièrement, la mise en œuvre des résultats du Global Stocktake. Rappelez-vous, à Dubaï en 2023, il y a eu la décision phare qui fixait plusieurs engagements, notamment le paquet sur la transition énergétique, le paragraphe 28, y compris la paragraphe 28D, assurer une transition vers la sortie des fossiles dans les systèmes énergétiques d'une manière juste, ordonnée et équitable. Donc, évidemment, c'est très important, mais il y avait aussi un autre paragraphe qui prévoyait la mise en place d'un dialogue des Émirats sur la mise en œuvre des résultats. C'est bien beau de présenter, énoncer des engagements, mais il faut passer au stade de mise en œuvre. Bon. Donc, ce dialogue aurait dû être lancé à Bakou, mais faute de consensus entre les parties, il est resté en suspens, donc il n'y a pas eu de décision sur ce sujet à Bakou. Deuxième volet, pareil, c'était l'amélioration du processus lui-même du Global Stocktake, parce que dans la perspective du deuxième Global Stocktake, bilan mondial, qui aura lieu à partir de l'année prochaine, la partie technique, qui finira en 2028, donc ils ont lancé un travail de réflexion sur la question de savoir comment améliorer le processus, sur la base de l'expérience acquise dans le premier Global Stocktake. Et ce sujet, pareil, est resté en suspens à Bakou, faute de consensus. Ils ne sont pas d'accord entre eux sur les différents éléments de ce processus d'amélioration. Troisième sujet, alors là, on a une bonne nouvelle, l'article 6, donc le mécanisme de marché. L'article 6.2, c'est les ITMO, le transfert de réduction directe entre pays à titre bilatéral ou multilatéral, et l'article 6.4 dans le nouveau mécanisme qui remplace le MDP, le Paris Agreement Crediting Mechanism, ils appellent ça PACM. Donc à Bakou, enfin, 9 ans après l'adoption de l'accord de Paris et 6 ans après l'adoption de la quasi-totalité des règles de mise en œuvre, le fameux Rulebook à Katowice en 2018, les règles de mise en œuvre de cet article 6 ont enfin été finalisées. Donc 3 décisions, 2 décisions sur l'article 6.4 et une décision sur l'article 6.2. Et notamment une décision de l'article 6.4, donc les recommandations pour comment les exigences sur les absorptions et les exigences pour les méthodologies. Très important. Et des recommandations supplémentaires. Ensuite, il y a eu un quatrième résultat, donc la transition juste. Donc, il y a un programme de travail, Just Transition Work Programme, le JTWP, qui a été lancé à Sharm el-Sheikh en 2022 pour examiner les trajectoires, pour comment aider les régions, par exemple, via les mines, etc., comment faire pour recycler, entre guillemets, les gens qui travaillaient là, etc. Donc, à Bakou, pareil que le Global Stocktake, pas de consensus, pas de décision. Donc là, cette année, on attend quand même les résultats. Adaptation, très intéressant. Donc, ça, c'est très important. Il y a eu donc l'article 7 de l'accord de Paris fixe un objectif mondial sur l'adaptation, le Global Goal on Adaptation. Et donc, il y avait un programme de travail, etc. Et à Dubaï, ils ont adopté un framework for Global Climate Resilience, donc un cadre
pour concrétiser cet objectif, donc qui fixe 7 objectifs qualitatifs thématiques à atteindre d'ici 2030 sur plusieurs domaines, eau, santé, etc. Donc, très important. Et il fixe également un objectif de gouvernance. Et à Dubaï, ils ont défini un nouveau programme de travail et il fallait trouver des indicateurs pour mesurer les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs thématiques et des objectifs de gouvernement. Très important. Et à Bakou, quand même, il y a eu des progrès, donc ils doivent, ici, donc cette année à Belém, c'est la fin de ce programme de travail sur 2 ans, et ils doivent acter un ensemble de 100 indicateurs et évaluer les progrès accomplis, etc. Donc, et le sujet du Global Goal on Adaptation devient un sujet permanent inscrit à l'ordre du jour des futures sessions. Parce qu'avant, jusque-là, il n'était pas. Et donc ça, c'est une avancée très importante, notamment pour les pays africains. La CMA6, donc à Bakou, a lancé une feuille de route Bakou-Belém sur l'adaptation, avec pour mandat de faire avancer les progrès sur la réalisation de l'objectif. Vous savez bien que les objectifs en termes d'atténuation, c'est plus facile à suivre et à faire parce que les émissions ont réduit, etc. Alors que pour l'adaptation, c'est beaucoup plus abstrait et compliqué. Comment faire pour suivre? Donc c'est pour ça qu'ils ont mis plus de temps à concrétiser cet objectif. Et enfin, un dialogue de haut niveau sur l'adaptation pour identifier comment améliorer la mise en œuvre du cadre, du framework. Ensuite, atténuation. Donc là, il y a un programme de travail qui a été lancé il y a longtemps à Glasgow qui traîne, j'avoue qu'il traîne, parce que de toute façon, c'est un talking shop, comme on dit en anglais, c'est plus un usine à gaz, pas à jet. Parce que les résultats doivent être non coercitifs, non punitifs, ils n'imposeront pas de nouveaux objectifs. Donc. Et à Dubaï et aussi à Bakou, il y a de fortes divergences, notamment sur la prise en compte ou non des résultats du bilan mondial et des NDC. Donc la décision est plutôt élément de procédure, absence de langage concret, rien sur les fossiles. Septième avancée de Bakou, quand même une très bonne avancée, ils ont adopté finalement les modalités de fonctionnement et de la structure du gouvernement du fonds pertes et préjudices. Donc les grandes lignes ont été adoptées et définies à Dubaï en 2023. Donc maintenant, le fonds pertes et préjudices donc, marque cette adoption formelle des règles marque le lancement de l'opérationnalisation du fonds. Voilà. Alors, j'ai mis des questions, mais on va faire les questions à la fin plutôt. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet de la COP, on va regarder où on en est avec les NDC. Pourquoi je vous parle des NDC? Parce que c'est quand même, ils vont être au cœur des négociations. Donc, les NDC, donc les plans climat nationaux. Donc, les NDC sont au cœur du régime de Paris, l'article 4, qui sont à soumettre par les parties tous les 5 ans. Les NDC successifs de chaque partie représenteront une progression. Donc, il y a un effet cliqué. Il faut que chaque nouvelle NDC soit plus ambitieuse que la précédente. Voilà. On a déjà vu 2 cycles de NDC, 2015, et en fait, à ce moment-là, il s'appelait INDC, puis 2020-2021, avec des engagements allant jusqu'à 2030. Et là, on en est aujourd'hui au 3e cycle, avec des engagements allant jusqu'à 2035. Alors, l'échéance officielle pour la remise des NDC 3.0, comme on les appelle, était le 10 février dernier. Et j'ai regardé à ce moment-là, seuls 15 parties avaient soumis leur NDC, dont 4 pays industrialisés, et y compris les États-Unis, parce que Biden s'est dépêché d'envoyer la NDC américaine avant que Trump arrive au pouvoir. Voilà. Et à lundi, peut-être depuis il y en a plus, mais à lundi, il y avait 52 autres parties qui avaient également soumis leur NDC, y compris 8 pays industrialisés, mais seulement 9 pays du G20. Afrique du Sud, Australie, Brésil, Canada, Indonésie, Japon, Russie, Royaume-Uni, États-Unis. Alors que les 19 pays du G20 représentent 77% des émissions mondiales de gaz, d'après le Gap Report l'année dernière du PNUD. Il manque alors à l'appel Arabie Saoudite, Argentine, Chine, Corée du Sud, Inde, Mexique, Turquie, Allemagne, France et Italie. Donc au total, 67 parties sur les 195, soit 34% des parties au total. Donc il reste 128 parties à soumettre leur NDC. Bon. On espère qu'avant Belém, il y en aura d'autres. Alors, juste un petit zoom sur 3 NDC. Donc la Russie d'abord. Alors, pour rappel, c'est le 4e pays émetteur au monde, si on ne compte pas l'UE comme ensemble. Poutine a signé un décret en août dernier indiquant que son pays prévoyait de fixer un nouvel objectif de réduction 2035, moins 65 à moins 67% de leur niveau de 90. Bon,
c'est bien qu'en 90, avec l'écroulement de l'ours, comment dire, les émissions ont baissé beaucoup. Alors, j'ai regardé avec mes collègues ingénieurs et on a calculé que le nouvel objectif de la Russie pour 2035 implique, alors, soit c'est moins 2% ou plus 1% par rapport à 23 avec la fourchette. C'est-à-dire le haut de la fourchette. Pardon, mais le Faisant son, une hausse. Puis on n'a plus le son là. on n'a plus le son, par rapport à désolé. 2023. La Russie a baissé le 29 septembre dernier. L'Australie, 16e pays émetteur au monde. On vous a perdu, monsieur On Tudena. n'a plus le son, on n'a plus le son. On ne vous entend plus. Réduction comprise entre 62 et 70% d'ici 2035 par rapport à 2005. On n'a plus le Quand son. on regarde par rapport à 2020, Monsieur Tudena, on n'a plus le son. Entre et 16. Quoi? On n'a plus le son. Il faut que vous reveniez à partir de la Russie, monsieur Tudenham, s'il vous plaît. Dominique, est-ce que tu peux couper? Comment on fait? Il faut faire On a compris. On a compris. On va aller, on va. Est-ce que vous m'entendez? Le secours. Oui, oui, oui. Là, ça marche jusque là. Pourquoi?
Dominique, Laurent, vous entendez quelque chose? Rien du tout. Ah, ok, ça me rassure. Enfin, si tant est. Dommage, c'était très intéressant. Oui, certes. Alors, attends. Oups. Alors, Ça, c'est une version PDF, c'est pas une version PDF. ça, c'est Mais étrange. mon ordinateur, il bloque, il marche plus. Je peux même pas. Regarde, il déconne complètement. Oui, certes. Alors, attends. Excusez-moi, j'ai dit des gros mots, hein. Désolé, mais je suis énervé là. Excusez-moi, j'ai dit des gros mots, hein. Désolé. Ah, bah, tu vois. Là, on vous entendait. Donc, D'ailleurs, on vous c'était via le entend, téléphone Hugo. de Valérie, peut-être. Oui, on vous entend 5 sur 5. Vous pouvez reprendre à partir de la Russie 2035? Et je pense qu'on les entendait à travers le téléphone de Valérie. Voilà. On passe. Oh, j'ai besoin d'un ordinateur. Moi, c'est le même. Ah, maintenant j'ai un SMS. Oh, punaise. Ouais, il faut regarder le petit. Ah, non, mais Comme nous sommes sur un système Microsoft, il faut 128 mots de passe, 18 codes, 35 SMS avant qu'on puisse se raccorder. 9, 8, 0, 1, 0, 7. Oui, c'est ça, c'est bien quoi. T'as eu le lien via. This meeting is being recorded. C'est pas Teams, c'est sur mon mail.
Nous sommes en train de revenir. C'est en cours. Non, si ça- Je pense qu'on voit. C'est là comment. On peut reprendre, vous entendez, vous voyez l'écran? Oui, merci. C'est vrai, on peut commencer. Tu peux regarder ça après, comment, pour mon, parce que, merci Lisa. Désolé, hein, bon, grâce à ma collègue, super collègue qui a réparé ça, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui, bon, un beau cadeau d'anniversaire, n'est-ce pas? Bon, on continue. Donc, sur l'Australie, faites signe si vous ne nous entendez pas. Donc, je vous ai dit 16e pays émetteur, donc leur objectif de réduction avec le nouvel NDC, c'est moins 62 à 70% d'ici 2035 par rapport à 2005. Et donc, quand on ramène ça aux émissions de 2023, on voit une fourchette de réduction entre moins 5,5 et moins 16% par rapport à 2023. L'UE. Donc, l'UE, c'est quand même le bad boy, hein, ou le bad girl, je ne sais pas comment on voit ça, mais bon, bref. Donc, lors du Conseil environnement du 18 septembre dernier, les ministres des 27 ont publié une déclaration d'intention indiquant que l'UE présenterait dans son NDC 3.0 un objectif indicatif de réduction compris entre 66,25% et 72,5% par rapport à 90. La déclaration a été soumise à la CNUC, mais ça ne constitue pas la NDC de l'UE. C'est juste l'intention que l'UE va présenter son NDC avant l'accord. Bon. Et pourquoi ils n'ont pas soumis à une NDC? Parce qu'il n'y a pas eu de consensus entre les 27 sur l'objectif proposé en juillet dernier sur l'objectif 2040, moins 90% par rapport à 90. Parce qu'il y a eu des divisions internes assez importantes entre les États membres. Cet objectif de 2040 est la base de l'objectif de 2035. L'objectif 2040, c'est l'objectif interne à l'UE, alors que l'objectif 35, c'est quand même un objectif interne à l'UE, mais c'est pour la CNUC. Donc, cet objectif de 2040, moins 90%, a été soutenu par plusieurs États membres, Autriche, Espagne, Allemagne, Luxembourg, Pays-Bas, etc., mais opposé par Hongrie, Pologne, Slovaquie, Tchéquie notamment, et la France a eu une position assez ambiguë parce qu'elle pourrait faire pencher la balance. Elle a ouvert une brèche dans les négociations parce qu'elle a voulu reporter le vote sur cet objectif 2040 après. Donc maintenant, ça va être voté normalement le 4 novembre prochain, soit 2 jours avant le début de la séquence de haut niveau à Belém. C'est dommage parce que l'UE a toujours joué un rôle d'exemplarité
en matière d'ambition climat, mais là, elle a échoué de faire preuve de son leadership habituel, donc avec une perte de crédibilité sur la scène internationale. Et si elle adoptait, si elle transmettait son NDC, donc ce serait un gage de stabilité pour la diplomatie climat et un signal fort par rapport aux autres États émetteurs, grands émetteurs. Le secrétaire général des Nations Unies, Guterres, a convié en septembre, enfin en juillet, il a dit, je vous invite tous les États à venir avec vos NDC au sommet que j'organise sur le climat. Et en septembre, le secrétaire exécutif de la CNUC, Simon Steele, a annoncé que toutes les NDC soumises avant fin septembre seraient compris dans le rapport de synthèse qui a été publié hier, justement. Donc, voilà. Et maintenant, je fais un petit zoom sur le sommet climat du 24 septembre dernier. Donc, c'était en marge du 80e Assemblée générale de l'ONU, un sommet sur le climat organisé par Guterres, qui a réuni 107 pays, dont près de 40 chefs d'État et de gouvernement et des ministres, etc. Et évidemment, l'objectif de ce sommet, c'était d'accélérer, renforcer la dynamique diplomatique et politique avant Belém. Et il devait servir de plateforme pour inciter les grands émetteurs à soumettre le NDC. Bon, qu'est-ce qu'on a vu comme résultat? Donc, plusieurs États participants ont annoncé leurs nouveaux objectifs climat ou ont annoncé qu'ils allaient le faire avant Belém. Évidemment, le point d'orgue de ce sommet, c'était l'annonce de la Chine. Je reviendrai tout à l'heure. Si ces annonces constituent des avancées, les dirigeants, quand même, ont reconnu qu'il reste un important écart, un gap, entre la science et l'ambition, pour garder l'objectif à portée de main, comme on dit, et pour accroître le soutien financier, etc. Donc, le sommet a quand même montré que la plupart des pays restent très engagés envers l'accord de Paris, face à l'abandon des États-Unis, et ce, malgré les différentes crises qui traversent le monde. Donc, le multilatéralisme s'en est sorti renforcé. Alors, l'annonce de la Chine, oui, je veux revenir là-dessus. Donc, c'est le président lui-même qui a fait cette annonce que la Chine va réduire d'ici 2035 les émissions nettes de GES entre 7 et 10% par rapport au pic en s'efforçant de faire mieux. Bon, donc, pour la première fois, il s'agit d'un objectif de réduction chiffré en absolu et non en intensité carbone, c'est une très bonne nouvelle, couvrant tous les GES, et pas que le CO2, hein, et tous les secteurs. Donc l'année de pic constitue l'année des références. Il a annoncé un autre objectif, une part des combustibles non fossiles dans la consommation d'énergie primaire de plus de 30%, donc renouvelables et nucléaires, bien sûr. Donc ces nouveaux objectifs, je voulais voir par rapport aux objectifs précédents, est-ce que ça représente une progression ou pas? Et la réponse est oui, parce que la première INDC, donc en 2015, il y avait le pic autour de 2030, en s'efforçant de faire mieux, réduction de l'intensité carbone comprise entre 60 et 65%, et part des combustibles non fossiles de 20%. La première NDC soumise en 2021, donc pic d'émission avant 2030, réduction de l'intensité carbone de plus de 65% et part des combustibles non fossiles d'environ 25%. Donc, une progression certaine. Alors, la question, donc, par contre, le président chinois n'a pas précisé l'année du pic, ni donc l'année de référence, alors que c'est un paramètre clé pour mesurer l'ambition de ce nouvel objectif. Le gouvernement chinois n'a pas encore soumis son NDC, mais apparemment, il s'était engagé à le faire pour Belém. Quoi qu'on dise, il s'agit d'une annonce majeure, un signal politique fort de la part de la Chine qui montre clairement qu'elle reste engagée dans le processus, ce qui tombe à pic face à l'abandon de Trump. Donc cette NDC de la Chine, évidemment, c'était la NDC la plus attendue parce que ça vient du premier pays émetteur mondial et est considéré comme un indicateur de l'ambition climat mondiale. Et sachant que la Chine représente aujourd'hui 30% des émissions mondiales, ce renforcement d'ambition, s'il se traduit en actions concrètes sur le terrain, aura un impact certain sur l'évolution des émissions mondiales, la trajectoire des émissions. Donc l'action de climat de la Chine est plus importante que l'action de n'importe quel autre État, évidemment. Et alors, c'est très intéressant, si les émissions hors CO2 de la Chine, c'est-à-dire méthane, protoxyde d'azote, les gaz fluorés, si les émissions hors CO2 de la Chine étaient l'équivalent d'un pays ou une région, ils étaient de 2,7 gigatonnes de CO2 équivalent en 2021. Si c'était une région, ce serait le troisième plus
grand émetteur de gestes dans leur ensemble, après les États-Unis et l'UE dans son ensemble. Donc, c'est énorme. Le fait que la Chine cible également les émissions de hors CO2 dans son NDC, c'est quand même très important. Et donc, en clair, la NDC de la Chine va jouer un rôle capital dans la réalisation de l'objectif de 1,5 ou de 2. Alors, je voulais juste dire que certains observateurs, notamment le Centre de recherche énergie air propre, donc un think tank qui suit de près tout ce qui fait la Chine sur l'énergie et le climat, dit que c'est trop timide et qu'il pourrait faire jusqu'à 30% au vu du rythme actuel des avancées dans la transition énergétique. Ok, c'est vrai, mais bon, quand même. On note aussi, donc le CREA, ce think tank, a noté que les émissions de CO2 de la Chine ont baissé pour la première fois sur 12 mois glissants, moins 1% premier semestre 2025 par rapport au premier semestre 2024. Et donc, la Chine, peut-être, elle a atteint son pic. Là, on voit bien un plafond, ça baisse, ça commence à baisser même. Alors, une dernière chose, enfin, toujours au sommet climat de New York, une annonce de la Colombie et de Vanuatu en marge du sommet climat. Ils ont annoncé une initiative conjointe, inédite. Donc, ils vont organiser l'année prochaine une conférence internationale sur la sortie des fossiles. Donc, c'est la Colombie qui va accueillir cette conférence. Donc, l'objet, c'est que ça devienne une plateforme mondiale permettant aux pays de collaborer sur les stratégies pour sortir des fossiles. On verra plus de détails sur cette conférence lors de la séquence de haut niveau, normalement, à la COP30. Et là, vous avez un graphique qui vous montre l'impact des nouvelles NDC soumises au 14 octobre dernier par le WRI, World Resources Institute, qui est un think tank américain basé à Washington, très très bien. Et là, vous voyez donc apparemment les nouvelles réductions supplémentaires vont être de 1,3 gigatonnes de CO2 équivalent par les nouvelles NDC 3.0, mais il y a encore un gap, un écart de presque 19 gigatonnes de CO2 équivalent pour respecter le 2 degrés et de presque 30 gigatonnes de CO2 équivalent pour respecter le 1,5. Je veux juste vous montrer qu'il y a eu des consultations de la présidence sur la nouvelle série des NDC, donc le 11 septembre dernier, avec les chefs de délégation des différentes parties. Donc l'idée, c'était d'éviter des divergences d'opinion avant la COP, parce que souvent, au début, ils ne sont pas d'accord sur ce qui va être mis à l'ordre du jour, etc. Donc, il y avait deux questions à examiner. Comment devons-nous réagir collectivement à la nouvelle série des NDC et au rapport de synthèse qui est sorti hier, et quel contenu et quelle forme de notre réponse collective, donc c'est-à-dire quelle prise de position par rapport à ça, face à l'écart qu'on constate par le rapport. Et deuxième question, quelles autres questions pourraient être soumises aux consultations? Bon, pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait, on a vu une scission, une divergence d'opinion assez nette. Donc, d'un côté, on avait les pays industrialisés, les pays les moins avancés, les petits États insulaires, les pays d'Amérique latine, qui ont dit oui, il faut une décision de la COP ou de la CMA qui constitue une prise de position forte vis-à-vis du manque d'ambition, idéalement sous forme d'un résultat négocié, qui reconnaissent les progrès dans le renforcement des NDC, certes, mais qui reconnaissent l'écart qui reste entre l'ambition et la science, et qui définissent également une trajectoire pour accélérer et renforcer l'action climat. Bon. L'UE a même proposé d'inscrire à l'ordre du jour le sujet du niveau d'ambition collective des NDC, parce que pour l'instant, ce sujet n'est pas à l'ordre du jour. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Donc maintenant la COP, Brésil. Donc déroulement, comme vous savez, tous les ans, il y a 5 sessions de négociation. Donc la première semaine, c'est donc les 2 organes subsidiaires, SBI, SPSTA. Et puis, pendant les 2 semaines, il y a les sessions des 3 organes de prise de décision, la COP30, la CMA7, la CMP20. Il y aurait des consultations informelles, etc. Avec les événements clés, donc cette année, la séquence de haut niveau, the High Level Segment, c'est avant la COP, le 6-7 novembre, toujours à Belém. Et donc, il y a aussi le World Leaders Climate Action Summit, donc un sommet des dirigeants pour l'action climat, qui aura lieu pendant cette séquence du 6-7 novembre. Et la deuxième partie de la séquence au niveau avec les ministres, c'est donc le 17-19 novembre. Et il y a aussi des mandated events, donc des événements mandatés, c'est-à-dire des réunions, des ateliers mandatés par une décision de la COP ou de la CMA précédente. L'ouverture de la COP30 le 10 novembre prochain marque la fin de la présidence azerbaïdjanaise et le début de la présidence brésilienne. Comme tous les ans, il y a aussi des journées thématiques organisées en parallèle
aux négociations formelles. Cette année, les programmes sont très, très chargés. Je vois ça chaque jour. Il y a plusieurs sujets qui vont être mis sur le tapis. Alors, vous avez les liens vers les différents sites. Alors, cette année, malheureusement, en raison des contraintes budgétaires, il n'y aura pas de daily program. Et ça, c'est très dommage parce que c'est très utile pour moi et je pense pour vous aussi pour savoir qu'est-ce qui va être discuté aujourd'hui, etc. Donc, je pense qu'il va falloir un système D pour trouver les sujets. Bon, voilà, ils ont des problèmes dessus. Voilà. Alors, le contexte de la COP30. Donc, on est dans un contexte géopolitique inédit, les guerres et les tensions géopolitiques à travers le monde, les conflits internationaux, Ukraine, Palestine, Liban, etc., qui ont eu pour conséquence de reléguer le climat, le sujet climat au deuxième plan, voire troisième plan dans les priorités. Aujourd'hui, le paysage géopolitique est très fracturé, comme vous le savez, et la priorité est aujourd'hui la sécurité et la défense. Le contexte politique multilatéral avec Trump, vous savez tous que donc l'opposition frontale de Trump fait que bon, mais il se retire de l'accord de Paris, donc ça va devenir effectif en janvier prochain, un an après la notification. Le mépris total pour le multilatéralisme climat, on a vu ça en dernier lieu par son discours à la tribune de l'Assemblée nationale où il a dit que c'était le climat, le changement climatique, c'était la plus grande arnaque jamais menée contre le monde. Mais très intéressant, donc la version complète que vous allez recevoir, Climate Home News, qui est un site formidable, a fait un fact-check de son discours et donc corrige toutes les erreurs qu'il a fait. Je vous invite à lire ça, vous allez voir le lien dans la version complète. Donc la posture anti-science de Trump, la suppression des pages web sur le changement climatique sur les pages des différentes administrations clés, Maison Blanche, Agence pour la protection de l'environnement, etc. Détricotage de la politique climat nationale et le drill baby drill, bien sûr, le fait que bon, ils veulent relancer massivement l'exploration et l'exploitation des fossiles. Notez que les USA pourront toujours participer à la CM17 parce que, je dis, le retrait ne devient effectif qu'en janvier prochain. Donc, je ne sais pas s'ils vont venir, mais ils ont toujours le droit de parole, le droit de vote. Voilà. Mais je pense qu'ils ne viendront pas parce qu'ils ne sont pas venus à Bonn cette année au mois de juin, donc il y a des chances qu'ils ne viennent pas. La COP30 intervient également dans le contexte du backlash, donc le retour de bâton contre la transition écologique et énergétique, donc une résistance à la dynamique enclenchée à Paris en 2015, et puis un recul de l'ambition des politiques climat et remise en cause des normes et réglementations. Mais aux grandes dames de Trump, le multilatéralisme environnement s'est réaffirmé. Je vous ai dit tout à l'heure avec le sommet climat au mois de septembre, mais aussi la UNOC 3, donc la troisième conférence des Nations Unies sur l'océan au mois de juin à Nice. Donc le fait que ça ait pu réunir une soixantaine de chefs d'État montre que le multilatéralisme résiste à Trump. Donc c'est très bien. Contexte économique ensuite, donc priorité à la compétitivité, faible croissance, crise de la dette, contraintes des coupes budgétaires, etc. Donc en clair, la COP cette année, ça va être une des plus difficiles en 30 ans de COP. Alors la COP 30, ça va être la COP de l'ambition, parce qu'on l'avait vu, donc là on va discuter de l'ambition avec les nouvelles NDC. C'est la COP de la mise en œuvre également, donc on passe de la phase négociation à la phase mise en œuvre. Toutes les règles de l'accord de Paris maintenant sont en place, donc il faut maintenant passer à l'acte. Très important. La COP des forêts tropicales également, parce que le Brésil a décidé de tenir la conférence en Amazonie, le poumon de la Terre, pour souligner l'importance d'une part des forêts tropicales, dans le système climatique mondial, mais aussi pour montrer les liens entre le sujet climat et la biodiversité. C'est aussi une COP symbolique, 10 ans de l'accord de Paris, vous le savez bien, 30 ans de COP. La première COP, la COP 1, a eu lieu donc à Berlin en 1995. Et ce qui est très intéressant, c'est que la COP 30 a eu lieu au Brésil, donc le pays où tout le processus de la COP a commencé avec le sommet de la Terre à Rio en 92, il y a 33 ans. Et enfin, donc, la COP30 intervient à mi-parcours dans cette décennie cruciale, comme dit Guterres, pour renforcer l'action climat, to course correct, comme ils disent, pour rectifier le tir afin de combler l'écart entre la science et l'ambition. Donc la présidence, donc c'est une présidence chevronnée. Donc cette année, le président il s'appelle André Anjarana Correa del Lago, excusez-moi de ma prononciation portugaise, secrétaire chargé du climat, de l'énergie et de l'environnement auprès du ministère des Affaires étrangères. C'est un vétéran
de la diplomatie climat, très respecté de la communauté internationale climat. Il connaît très bien le processus multilatéral. Il a un très bon réseau diplomatique. Il est très à l'aise apparemment pour parler à tous les différents délégations, que ce soit les grands émetteurs, les petits émetteurs, etc. Ça, c'est très important. La directrice adjointe, c'est Anna Toni, qui est la secrétaire nationale pour le changement climatique au ministère de l'Environnement et du changement climatique. Et Dolag a été très actif cette année. Il a envoyé 8 lettres aux partis, au peuple et tout ça, les différents partis, même aux acteurs privés. Et la 8e lettre est consacrée uniquement à l'adaptation. Très intéressant. Alors, les priorités de la présidence pour la COP30, renforcer le multilatéralisme et le régime des climats, de lutte contre le changement climatique dans le cadre de la CUP, relier ce régime à la vie des gens, ça c'est très important aussi, et accélérer la mise en œuvre de l'accord de Paris. Donc, selon Delago, les résultats du bilan mondial obtenus à Dubaï constituent notre boussole de mise en œuvre de l'accord de Paris. Bon. À noter que dans ses lettres, dans la plupart de ses lettres, il a soigneusement évité de parler des fossiles. Il a juste mentionné les fossiles dans le 3e et 4e lettres. Bon. Il faut dire que le Brésil, c'est tout de même le 7e pays producteur de pétrole dans le monde, d'après l'AIE. 2,5% de la production mondiale de pétrole. Alors, il a mis en place un mutirao mondial contre le dérèglement climatique. C'est un concept issu des peuples indigènes, signifiant une communauté qui se rassemble pour travailler et se soutenir sur une tâche commune. Ça nous fait penser aussi au Indaba, à la COP17 à Durban, au Comité de Paris mis en place par Laurent Fabius à la COP21, au dialogue de Talanoa pour la COP23, les îles Fidji, et le Majlis de la COP28 à Sharm el-Sheikh, et les Kouloutré de la COP29 à Azerbaïdjan. Donc, ils aiment bien leur petit touch local. Donc, il a lancé 4 cercles de leadership. Donc, la première, le plus important, le cercle de présidence des COP, qui réunit toutes les présidences des COP depuis la COP21, donc France, Maroc, Fidji, Pologne, Chili, Royaume-Uni, Égypte, Émirats et Azerbaïdjan, pour fournir des conseils à la présidence sur le processus politique et sur aussi la mise en œuvre de l'action climat. Et ils invitent également, très intéressant, les présidences de la Convention biodiversité et désertification. Il y a le cercle du ministre des Finances, présidé par le ministre brésilien des Finances, et le cercle du bilan éthique mondial et le cercle des peuples indigènes. Alors, le 14 mai, il a nommé 29 envoyés spéciaux, qui remplissent la mission à titre volontaire, c'est un point focal, etc. 7 envoyés spéciaux pour les régions stratégiques. Alors, pour l'Europe, c'est Laurence Tubiana. Et 22 envoyés spéciaux pour les sujets, les secteurs clés, donc forêt, océan, secteur privé, santé, etc. Et enfin, très important, il a relancé une réflexion sur l'évolution du processus, parce qu'il est bien conscient, il y a eu des appels l'année dernière, même aussi à Bonn cette année, il faut changer, réformer le processus, parce que le consensus, ça ne marche plus, c'est trop lent, il faut passer d'une phase centrée sur la négociation à la phase mise en œuvre. Donc, il invite les parties à suggérer des moyens pour accroître l'efficacité du processus et renforcer l'ambition. Notamment, il faut réduire le nombre excessif de sujets à l'ordre du jour. À chaque année, c'est trop chargé. Et le sujet qui se recoupe, et surtout les contraintes et obstacles de programmation qui empêchent les petites délégations à suivre tout. Parce que vous voyez, la délégation de la France, je pense qu'il y a une centaine, voire plus. Alors, c'est facile pour eux de s'éparpiller dans les différentes réunions, mais si le petit État insulaire X n'envoie que 3 personnes, c'est impossible de suivre tout. Donc, c'est c'est pas équitable. Et dans sa 6e lettre, il a indiqué qu'il y aurait des consultations. Donc, il y a eu des consultations avec les partis sur les sujets qui fâchent, etc. Et il va nommer des binômes ministériels, comme à l'accoutumée pendant toutes les COP, 2 ministres, un ministre ou une ministre d'un pays du Sud et une ministre d'un pays du Nord, pour piloter les négociations, les consultations informelles sur les sujets fondamentaux. Donc, atténuation, adaptation, moyenne mise en œuvre, transition juste et bilan mondial. Donc, ils vont être nommés bientôt, je pense, et voilà. OK, maintenant les enjeux. On passe aux choses sérieuses. Donc, premier enjeu, atténuation, je vous ai dit. Donc, mais avant d'aborder le sujet atténuation sur le fond, la première question qui se pose, il y a 3 volets. Première question, dans quel volet des négociations on va traiter les NDC? Parce que pour l'instant, le sujet des NDC n'est pas inscrit formellement à l'ordre du jour. La seule mention dans l'ordre du jour provisoire de la CMA7 est dans la rubrique Other Matters, autres sujets.
Donc, voilà, et on va parler du rapport qui est sorti hier, le rapport de synthèse. Bon. Alors que ça pose un problème. Donc, dans quel volet on va aborder le sujet des NDC et le manque enfin, l'écart d'ambition. Ça va revenir sur le tapis tout de suite à l'entrée, à l'ouverture de la COP. Alors, premier sujet de fond, donc, il faut renforcer le niveau d'ambition individuel des partis, donc par les NDC, bien sûr. Il faut que les NDC devraient s'aligner sur les objectifs long terme de donc, zéro émission nette 2050 et puis l'objectif 1,5 et le 2. Les NDC 3.0 devraient également prendre en compte les résultats du bilan mondial et notamment assurer une transition juste, ordonnée et équitable vers la sortie des fossiles. On espère qu'il y a ça aussi. Deuxième enjeu de fond, donc renforcer le niveau d'ambition collective des partis. Donc, il va falloir analyser l'impact collectif de l'ensemble de ces NDC. Donc, le rapport de synthèse qui est sorti hier, j'ai regardé, en fait, c'est pas du tout représentatif parce que ça couvre que 64 partis. Donc, on peut pas tirer des conclusions définitives. On peut juste dire que voilà, ça va mener à une réduction de 17% des émissions pour ces partis-là. Donc, moi, je préfère pas en parler. On va attendre parce que Valérie m'a dit qu'il va y avoir 2 mises à jour au milieu de la COP et puis à la fin. Donc, il faut juste attendre. Pour l'instant, on ne peut pas. Mais on peut constater quand même qu'il existe encore un écart important entre la science et l'ambition. On attend aussi avec impatience le prochain Gap Report du PNE. Normalement, ça sort le 7 novembre prochain, donc vendredi prochain. Aujourd'hui, le gap, d'après le rapport de l'année dernière, le gap, l'écart est entre 19 et 22 gigatonnes de CO2 équivalent en 2030 pour respecter l'objectif 1,5. Voilà. Alors, je voulais vous montrer aussi, il y a des questions cruciales sur l'ambition examinées à Belém. Comment aborder le problème de l'écart entre la science et l'ambition? Est-ce que les partis vont parvenir à reconnaître collectivement, explicitement cet écart et comment combler cet écart, c'est-à-dire comment renforcer l'ambition collective? Alors, il faut cibler non seulement les pays industrialisés. Là, mes collègues ingénieurs m'ont fait un graphique montrant, alors la partie basse, les barres en orange, c'est les pays émergents. Donc, leur part dans les émissions totales mondiales était de 30% en 90 et l'année dernière, ils étaient de 58%. Ça a doublé. Alors que la part des pays industrialisés, avant, donc c'était 60% et aujourd'hui, on en est à 32%. Donc, ça ne sert pas uniquement de cibler les pays industrialisés, il faut cibler également les pays émetteurs, les grands émetteurs, les pays émergents, parce qu'ils constituent le gros des émissions mondiales aujourd'hui. Vous voyez bien en haut la partie grise, c'est uniquement les petits États insulaires, les pays africains, les pays les moins avancés. Donc vraiment, c'est peanuts. Il faut vraiment cibler les pays émergents. Et il faut aussi, autre question, comment assurer la mise en œuvre effective des NDC. Ça, c'est très important. Donc, la crédibilité de la COP30 dépendra de la façon dont les partis réagiront à cet écart, justement. Alors, j'ai regardé à Glasgow en 2021, quand on était au deuxième cycle des NDC, il y avait une décision, donc c'est le Glasgow Climate Pact, le pacte de Glasgow pour le climat. Ils avaient une prise de position politique très forte, très claire. La CMA prend note avec une profonde inquiétude des conclusions du rapport de synthèse où il y a un gap très important. Et donc, c'est très important. Reste à savoir si la présidence brésilienne va pouvoir dégager un consensus sur une telle prise de décision forte et claire à Belém, on espère. Mais le problème de l'écart en termes d'ambition est plus profond, plus large et plus transversal. Il va au-delà de l'atténuation. Il y a l'écart en adaptation, il y a l'écart surtout le financement de l'adaptation et l'écart aussi financement des pertes et préjudices. Donc, alors, selon certains observateurs, on va vers une cover decision, une décision chapeau, comme on a vu à Glasgow et à Madrid en 2019. Une décision chapeau, c'est une décision élaborée sous le pilotage de la présidence qui définit une vision politique à portée large, assortie des messages politiques clés et couvrant tous les grands enjeux. Donc, c'est une déclaration politique, mais non issue d'un mandat de négociation. Donc, peut-être qu'on verra ça à Belém. Quatrième enjeu pour atténuation, donc faire aboutir le programme de travail sur l'atténuation. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est un talking shop, ça avance pas beaucoup. Donc, on espère quand même qu'il y aurait des résultats concrets.
Et peut-être qu'on verra la ressurgence de The High Ambition Coalition, donc la coalition à haute ambition, qui est née à la COP21 grâce à Tony de Brum, donc des îles Marshall, qui a remonté plus de 100 pays. Il est réapparu lors de la COP24, la COP25 et l'année dernière, parce qu'ils vont essayer de rallier d'autres pays pour faire pression pour qu'il y ait un résultat concret ambitieux. Financement climat, très important. Donc, je vous ai dit, il faut concrétiser le nouvel objectif. Il y a ce roadmap, donc la feuille de route Bakou-Belém pour accroître le financement. Donc, le lancement de cette feuille de route a été décidé l'année dernière. Les présidences azerbaïdjanaises et brésiliennes ont été chargées d'établir un rapport pour apporter les éléments de réponse, comment réduire le déficit de financement climat, clarifier les rôles et les responsabilités des différents acteurs pour atteindre ce 1300 milliards par an en 2035. Et lors de la pré-COP à Brasilia, le 13-14 octobre dernier, on a eu quelques précisions. Donc, il y aura une petite synthèse de 5-7 pages et un rapport d'information de 50 pages, bon, avec des solutions proposées, etc. Et il y aura une plateforme en ligne aussi. Oui, pardon. Je voulais dire aussi que donc, ce qui complique la chose, c'est que, je vous ai dit, hein, les discussions menées dans ce cadre du roadmap, de cette feuille de route, Bakou-Belém, ne constituent pas un volet formel des négociations. Donc, ça va poser un problème parce que la demande faite aux présidences de la COP6, de la CMA6 et CMA7 de faire ce rapport n'a pas été négocié. C'est un ajout de la dernière minute par la présidence azerbaïdjanaise l'année dernière. Donc, pour accorder plus d'importance à ce sujet, il faut l'intégrer formellement dans les négociations. Vous pouvez être sûr qu'il y a des partis qui vont être à cheval sur ces principes. Ah non, non, c'est pas sur l'ordre du jour formel, on ne va pas en parler. Donc, préparez-vous. Lors de la pré-COP à Brasilia, le président de la COP 30, donc le Brésil, a dit, ah oui, ben, mon mandat, c'est uniquement de faire ce rapport. Donc, c'est à vous, maintenant, les partis, de reprendre le dossier et de décider de la démarche et des étapes à suivre après. Quoi qu'il en soit, on est bien d'accord que cette feuille de route ne va pas résoudre le problème de financement. Hein. On attend aussi avec impatience le rapport de l'OCDE sur le bilan par rapport, vous savez, les 100 milliards. Maintenant, ben, je ne sais pas si, normalement, ça sort en septembre. Là, cette année, c'est très en retard. Je ne sais pas, peut-être qu'ils font exprès de retenir avant la COP. Je ne sais pas, on va voir. Donc, alors, deuxième volet, c'est donc accroître du financement climat, c'est accroître le soutien financier via des différents fonds, le Fonds vert pour le climat, Fonds d'adaptation, etc., pour rétablir la confiance. C'est très important parce qu'on a vu, avec l'objectif qui a été fixé à Bakou l'année dernière, les pays en développement, notamment les pays vulnérables, se sont sentis trahis par les modalités fixées sur cet objectif des 300, déjà le montant 300 milliards, c'est peanuts par rapport à ce qu'il faut. Il faut au moins 1000 milliards, comme disait le rapport Stern l'année dernière. La période cible 2035, c'est loin. Et les contributeurs, les sources de financement, la qualité du financement, est-ce que ça va être des prêts ou des dons, etc. Rien là-dessus, donc ça va être compliqué. Hein. Donc il faut une feuille de route crédible et robuste pour rétablir la confiance entre les pays du Sud et les pays du Nord. Cette année, cet enjeu va être très compliqué de demander, d'obtenir des pays industrialisés plus de sous, parce que les budgets des pays industrialisés sont hyper sous contrainte, avec surtout les budgets d'aide. On a vu ça en France, au Royaume-Uni, c'est pareil. L'aide au développement est très compromis, hein, donc très sous tension. Et on a vu ce qui s'est passé aux États-Unis, donc carrément supprimé. Le bilan mondial, donc je vous ai dit, donc il y a deux volets de négociation. Donc la mise en œuvre des résultats, il faut qu'une fois pour toutes, le dialogue soit opérationnel pour mettre en œuvre les engagements fixés à Dubaï sur le Global Stocktake. Hein. Voilà. Et ça va être compliqué. Je pense aussi, il faut améliorer le processus du bilan mondial. Donc il faut une décision là-dessus aussi, parce que c'est l'année prochaine que les travaux techniques du deuxième bilan mondial vont commencer. Adaptation, très important, donc faire aboutir le programme de travail NIRA-BELEM. Donc, vous savez, donc, il faut qu'ils adoptent ou actent l'ensemble des 100 indicateurs. Alors, depuis Bakou, il y a eu beaucoup de travail de fait. Le secrétariat a cartographié, comme on dit, 9000 indicateurs pour l'adaptation. Cet ensemble de 9000 a été ramené à une liste, première liste de 490 par un groupe de 70 experts, 78 experts externes, et publié en mai dernier. Et ces
cette première liste de 490 a été ramenée à une liste provisoire de 100 indicateurs potentiels et publiée en septembre dernier. Vous aurez tous les détails sur la version complète. Donc maintenant, il faut acter ces 100 indicateurs. Et ce qui va poser problème, c'est que est-ce qu'il va y avoir des indicateurs sur the means of implementation, MOI, donc les moyens de mise en œuvre, c'est-à-dire financement, renforcement des capacités et transfert de technologies. Les indicateurs sont très importants pour traduire les progrès politiques en résultats mesurables et comparables. Ah oui, je ne vous ai pas dit aussi. Enjeu prioritaire numéro 2 pour l'adaptation, c'est faire le point sur l'objectif fixé à Glasgow en 2021, doubler le financement adaptation en 2025. On est aujourd'hui l'année cible. Donc, à la fin de l'année, l'échéance tombe. Il faudrait voir où on en est aujourd'hui pour cet objectif. Donc, c'est pour ça qu'on attend avec impatience le bilan 2023 de l'OCDE. Vous savez bien qu'on travaille avec 2 ans, c'est N-2, donc les chiffres définitifs pour 2025 ne seront connus qu'en 2027, du fait du dispositif de rapportage. Donc, on est arrivé à l'échéance de cet objectif. Donc, la question se pose, qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi la suite? Et justement, lors de la pré-COP à Brasilia, 13-14 octobre dernier, le groupe des pays les moins avancés a répété son appel qu'il a fait lors des séances SB à Bonn en juin. Il faut un nouvel engagement pour remplacer l'objectif pour 2025, c'est-à-dire tripler les flux de financement adaptation d'ici 2030 par rapport à 2022. Pour arriver, donc, parce qu'en 2022, on était à à peu près 33 milliards d'euros, donc ça ferait triplement, donc presque 100 milliards en 2030, en sachant que ça représente une dixième de ce qu'il faut en besoin réel pour l'adaptation. Bon. Mais c'est déjà mieux que rien, c'est important, c'est un symbole. Plusieurs pays en développement soutiennent cette proposition, mais je ne sais pas trop si les pays industrialisés vont accepter ça. Bon. Donc, les pays les moins avancés souhaitent que Belém soit l'occasion pour fixer un nouvel objectif comme ça, pour prendre le relais de l'objectif de Glasgow. Et le président de la COP30 a dit, justement à la pré-COP, il mise sur l'adoption d'un paquet adaptation, donc ça va devenir la COP de l'adaptation, en plus la COP des forêts, COP de mise en œuvre, COP de, qu'est-ce que j'ai dit, atténuation aussi. Donc, il veut donc qu'on acte les 100 indicateurs, plus un nouvel objectif financement. Donc, il est très optimiste. On va voir. OK, alors, donc ça, on ne va pas régresser parce que ce n'est pas à jour. Donc, 5e sujet, transition juste. Donc, il faut finaliser, adopter les règles de mise en œuvre, enfin, les modalités, de mise en œuvre de ce programme de travail qui traîne. Perte et préjudice, bon, ce n'est pas un grand sujet cette fois-ci parce qu'on a acté le fonds, les règles, etc. Mais ils vont lancer un appel à contribution de financement qui durera 6 mois afin de procéder à ces premiers versements. Et enfin, article 6, septième enjeu, ce n'est pas vraiment un enjeu, je l'ai mis quand même parce que bon, les règles maintenant, les règles de mise en œuvre sont adoptées, mais on va encore parler de ça par rapport au MDP, le mécanisme de développement propre et les crédits qui sont restés, etc. J'avoue que je ne maîtrise pas trop ce sujet, mais ça va être un sujet discuté. Et évidemment, le choix du pays hôte de l'année prochaine, la COP31. Pour l'instant, il y a 2 rivaux, la Turquie et l'Australie. C'est compliqué. L'année dernière à Bakou et à Bonn, cette année au mois de juin, toujours pas d'accord, parce que c'est autour du groupe régional Europe de l'Ouest et autres, l'année prochaine d'accueillir la COP 31, comme c'était en 2021 à Glasgow. Il y a 29 pays dans ce groupe, ils ne se sont pas mis d'accord, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, parce qu'il y a la Turquie qui veut et l'Australie, c'est une proposition conjointe avec les pays du Pacifique. Donc, pas plus tard que le 24 septembre dernier, à New York, à la tribune, donc au sommet climat organisé par Guterres, donc on avait d'abord la Turquie, suivie directement de l'Australie, qui ont annoncé, c'était le 3e et 4e à la tribune, qui disaient voilà, on souhaite accueillir la COP 31. Bon, bref, donc ils ne sont pas d'accord. D'après The Climate Home News et aussi The Guardian, il y a 23 sur les 29 pays qui soutiennent l'Australie. Donc, on va voir. Et donc, la décision formelle doit être prise à Belém parce que c'est l'année prochaine. Donc, d'abord, les 29 pays du groupe régional Europe de l'Ouest se mettent d'accord sur leurs candidats et ensuite, ce choix de candidat est approuvé en séance plénière par la COP. Avant de venir là, juste, en fait, j'ai vu aussi dans les articles de presse qu'on va peut-être vers une présidence partagée, Australie-Turquie, ce serait une première.
dans une tentative de dégager un compromis. Donc, c'est le ministre du Climat de la Turquie, Murat Kurum, qui a évoqué la possibilité de trouver une solution comme ça. Donc, l'Australie et la Turquie sont en train d'étudier les possibilités. Mais si les 29 parties ne se mettent pas d'accord, ce sera à Bonn. On ne sera pas sur Bonn parce que c'est le siège de la CNUC. Et enfin, donc, le budget, il faut adopter le budget, le projet de budget, le programme de core budget pour l'année prochaine et l'année d'après, donc 92 milliards d'euros, pardon. Millions, pas milliards, excusez-moi. Et là, j'ai fait un petit récap des enjeux. Et alors, malheureusement, beaucoup de rouge. Donc, moi, je vois pas, il n'y a pas de vert. Hein, il n'y a pas de vert. Pour moi, bon, je suis un peu pessimiste. Ça n'engage que moi, pas le CT pas. Je ne sais pas. Alors, les perspectives de réussite pour la COP 30, bon, ça s'annonce difficile pour les raisons que je vous ai dit. Hein, manque de progrès substantiel sur les sujets clairs à Bonn, le rythme lent des discussions, les fortes divergences entre pays du Sud et pays du Nord, sur les dossiers clés, notamment financement, ambition, etc. Les guerres et les tensions dans le monde, la crise économique. Et une question que je me pose, c'est que face à l'absence probable des États-Unis, est-ce que l'UE et la Chine vont parvenir à constituer un moteur bicéphale de la diplomatie climat? Je ne pense pas à cause des divergences au sein de l'UE, mais on ne sait pas. Ça pourrait se faire. Est-ce que on se pose la question sur quel type de document la COP 30 va déboucher, sachant que cette année on est dans une situation inédite, 10 ans après l'accord de Paris, toutes les règles sont en place, donc il n'y a plus d'articles de volet à finir, il n'y a pas de mandat politique clair qui, voilà, on va avoir ça comme résultat, à part les 100 indicateurs pour l'adaptation, mais ce n'est pas vraiment un document politique. Donc, on va savoir. Et surtout, on a vu que les deux sujets majeurs qui devraient être abordés à Belém, pardon, ambition et transition vers la sortie des fossiles, ne sont pas inscrits formellement à l'ordre du jour. Donc, on va savoir ce qui va se passer. Certes, les NDC 3 vont faire l'objet de discussions, mais les NDC, c'est national, donc c'est déterminé au niveau national. Donc, ça va être compliqué. Peut-être qu'on va vers une décision chapeau. Lors de la pré-COP à Brasilia, le président de la COP 30 a dit « Ok, je prends en compte vos demandes pour une décision chapeau, je réfléchis. » On va voir. Et en clair, donc pour finir, en clair, la COP 30 doit apporter une réponse à la question de savoir comment réduire l'écart d'ambition, prendre acte du déficit d'ambition des NDC et définir une feuille de route ou établir un processus pour réduire davantage ce déficit. Concrétiser la façon dont il faut passer des 300 milliards à 1300 milliards de dollars par an avec le feuille de route et aussi concrétiser la mise en œuvre des acquis politiques de Dubaï, notamment la transition vers la sortie des fossiles. Donc, est-ce qu'on va vers un plan de mise en œuvre? Mon ancien collègue de la MIAS, Paul Watkinson, et ancien chef de délégation de la France, propose la mise en place d'un forum de mise en œuvre. Il a fait une note à ce sujet. Donc, pour soutenir faciliter la mise en œuvre des différentes dispositions de l'accord de Paris, la présidence brésilienne devrait présenter un tel plan qui fait quoi, quand, etc. Donc, faisant participer non seulement les partis, mais aussi les organisations internationales, les institutions financières, les entreprises et gouvernements. Voilà. Alors, ne citez pas va décrypter, enfin, ne citez pas, moi en l'occurrence, décrypter les résultats. Mais d'abord, il y aura un article la semaine prochaine. C'est un gros pavé sur les enjeux de la COP 30. En fait, ça englobe tout l'historique de chaque sujet. Il y a 5, il y a atténuation, adaptation, perte et préjudice, global stocktake, etc. Il y aura un article plus court avec les enjeux et puis le déroulement. Ensuite, chaque jour, pendant la COP, il y aura des actualités de décryptage dans le journal de la COP que je vais faire. Et ensuite, il y aura un article de synthèse à la fin. Et après, l'année prochaine, donc suivi de la mise en œuvre. Donc, vous pouvez, il y a un QR code, vous pouvez cliquer dessus, vous pouvez vous inscrire pour recevoir ça dans votre boîte mail. Donc, l'année dernière, c'était comme ça. Donc, il y a chaque jour un article que d'abord avec le programme de la journée, qui va être plus compliqué cette année, comme il n'y a pas de daily program sur le site de la CNUC. Et après, plus tard dans la journée, je fais un recap de ce qui s'est passé la veille avec les annonces politiques, les rapports, etc., les négociations sur les sujets importants. Voilà. Bon, si vous avez des questions, je suis preneur. Je repasse la parole à départager si on peut départager l'écran. Arrêtez le partage. Qu'on puisse éventuellement se voir. Not really successful. Je pense qu'il faut faire ça, non? Ah, oh là là, je ne sais pas moi. Est-ce que vous nous entendez néanmoins?
Oui, 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 on vous entend. Tu vas pas me dire que j'ai fait ça pour rien. Non, non, non. C'est ça. On vous entend très Ouais. bien. Je ne sais pas si vous nous Ça va entendez. être ici, non. Putain, on les a perdus. Non? Non, on entend, hein. Oh non, j'ai pas fait ça pour rien. Ah, Ici, on vous entend parfaitement. On vous ah entend non, très ils sont là, ils bien. sont là, ils sont là. Est-ce que vous nous entendez? Oui, 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 non. oui, on vous entend. On vous entend très bien. Alors, On Oui, vous on entend. ok, vous entend. tant Très Nous, bien. mieux. on vous Bon, a très bien alors, entendu. on Et ouvre vous? maintenant la séance de questions-réponses. Moi, j'avais eu une question euh, Oui. sur un sujet dont on oublie toujours de parler, qui est le méthane. De mémoire, à Glasgow, il y avait eu un engagement pris par la communauté internationale, Oui, notamment les pays les plus émetteurs, de diminuer d'un tiers les émissions de 30%. méthane, hein, c'est ça, Global Methane Pledge, oui. d'ici à 2030. Est-ce qu'il y a un bilan intermédiaire de cette promesse ou pas? Alors, je pense que ça, ils vont en parler de ça cette année, oui, oui, mais c'est pas dans le cadre des négociations formelles, c'est en dehors, hein. Donc, Oui, je pense que pendant la séquence de haut niveau, il va en parler comme ils ont fait l'année d'accord, dernière. Il va y avoir un événement là-dessus, ouais, mais pour montrer où ils en sont. En espérant que les indicateurs de suivi sont fiables. bien sûr. Alors, toc, 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 qui veut prendre la parole pour la première question? Je crois qu'il y avait une main levée chez Dominique Martin-Ferrari. Je ne sais pas si vous m'entendez. Est-ce que vous Alors, on entendez? n'entend rien. On vous Eh entend oui, pas. mais voilà. Allô, allô, allô. Moi, ça marche. Ah, c'est peut-être ça. Est-ce que vous m'entendez? Ah. Moi, on vous entend très bien. Ah oui, maintenant on vous entend. Ça y est, Ok, on m'entend. Eh bien, d'abord, simplement vous dire que vous n'avez pas fait ça pour rien. C'était extraordinaire, très C'est vrai? intéressant. Voilà. Merci. Merci. Et donc, on va suivre parce que c'était très dense. Non, j'avais pas vraiment de questions à poser. Je suis désolée, Valérie, mais pour vous dire que c'était très, très intéressant et qu'on avait tout entendu. Voilà. Ah, bah, très bien. Alors, donc je vous ai dit, je vous enverrai. Donc, il y aurait deux versions. Les slides que je vous ai projetés, puis les slides beaucoup plus complètes avec les liens, avec plus de chiffres, etc., que vous pouvez consulter voilà, à votre aise. Parce que c'est vrai que c'est dense. Je suis désolé. Voilà. est-ce qu'il y a d'autres questions? oui, si vous m'entendez. Oui, Oui, OK. Euh, En juillet dernier, la Cour internationale de justice a rendu un avis tout à fait. selon lequel aucun État ne peut se soustraire à la lutte contre le réchauffement climatique, étant donné que ça fait partie Oui. des droits fondamentaux qui sont le patrimoine commun des Nations Unies. Est-ce que cet avis peut avoir une portée et peut ramener les États-Unis vers la table des négociations, ou bien est-ce que c'est juste un avis à caractère symbolique? Non, non, justement, d'ailleurs, avant de répondre à votre question, vous aurez un bonus parce que dans la partie, il y a des annexes et j'avais fait une présentation il n'y a pas longtemps, justement sur les résultats de cet avis consultatif. Donc, vous aurez toutes les infos là-dessus. Et alors, moi, ce que j'ai compris, c'est que les pays vulnérables, les pays les moins avancés, les petits États insulaires, ils vont s'appuyer sur cet avis euh, faire plus de pression sur les pays industrialisés. Oui. Et Trump n'a même pas besoin de revenir dans l'accord de Paris parce qu'il y a deux parties à la vie. Il y a une partie qui vise directement la Convention climat, l'accord de Paris, le protocole de Kyoto, mais il y a une autre partie qui parle des... Comment ils appellent ça? Il y a un terme pour ça. Euh, c'est la législation qui est en général et c'est... comment ils appellent ça? Et en fait, les États-Unis sont compris dedans. Donc c'est Bien très sûr. important ça. Je ne me rappelle plus du nom, mais donc ils sont obligés. Mais le problème, c'est que je pense que les États-Unis ne reconnaissent pas la Cour internationale de justice. Donc ça peut poser un problème. Oui, mais ils ont signé. Ah, ils ont signé. Oui, c'est vrai, ils ont Ils signé. ont Ouais, signé la ouais. convention. Ils restent dedans malgré l'avis du président. Oui, 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 effectivement. Donc moi, je pense qu'il va y avoir de l'action sur ce sujet-là. Oui, oui, absolument. Donc ça ne peut que renforcer l'action climat. Les contentieux aussi.
Alors, il risque d'y avoir une grosse communication de la part de la présidence brésilienne sur leur grande initiative sur La île forêt. sur la forêt. Oui, la TFFF, oui, absolument. Bien sûr. Donc, l'idée, c'est de constituer au niveau international une espèce de formidable fonds d'investissement qui serait abondé à la fois par les États et le secteur privé. On parle de dizaines de milliards de dollars Ah oui. à récupérer. C'est une initiative du Brésil qui est en partie soutenue par la France, pas complètement, et sur lequel il risque d'y avoir, encore une fois, beaucoup de communication. Mais là, c'est hors COP. Hein. Non, Ça fait, c'est pas hors COP, mais c'est hors les négociations c'est formelles. ça. Parce que vous savez, tous les ans, dans la séquence, justement, la séquence haut niveau, il y a des annonces, des déclarations, des engagements. Mais et Guterres a bien compris l'enjeu, c'est que il y a 3 ans, il a créé un groupe d'experts pour essayer de mettre en place des indicateurs pour suivi. Parce que c'est bien beau d'avoir tous ces engagements à droite et à gauche, mais il faut qu'ils soient suivis des faits et évaluer pour voir est-ce qu'on va vers le truc. Donc, est-ce qu'on va vers la réalisation des objectifs. Donc là, il y avait un groupe de mis en place il y a 2 ans. L'année dernière, ils ont publié un rapport. Ils vont sans doute faire un rapport cette année pour voir où on en est, etc. Mais le problème, c'est qu'il y a tellement d'engagements, d'annonces, de déclarations, de promesses. Est-ce que ça va avoir un réel effet? C'est quand même aux États eux-mêmes de faire le maximum, d'encadrer, etc. Donc, ça, c'est que volontaire, tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça veut dire qu'ils ont Oui, tout allô? compris. Bien. Oui, on entend. Oui, Valérie? Oui, oui, on C'est vous moi. entend. Oui, vous avez évoqué la possibilité d'un moteur entre l'Union européenne et la Chine. Est-ce que vous pouvez être un petit peu plus explicite et sur quel point de convergence vous basez-vous finalement? Ben, c'est juste une supposition, parce que rappelez-vous, quand Trump est sorti de l'accord de Paris la première fois, il y a eu le MOCA, Ministerial on Climate Action, qui a été mis en place par la Chine, le Canada et l'UE. Donc, aujourd'hui, le Canada, bah, malheureusement, ils sont pas très moteurs dans tout ça. Donc, je me suis dit, bah, peut-être que la Chine et l'UE vont se rapprocher pour justement faire quelque chose. Je ne sais pas sur quel sujet précis, mais je pense que globalement, il y a peut-être une chance. Bah, mais en même temps, je ne sais pas, parce que la Chine, souvent, il fait partie du groupe des 77 plus Chine, donc il est plus proche des pays en développement que l'UE. Mais peut-être qu'il y a moyen avec les négociateurs, ils vont peut-être trouver une astuce pour se rapprocher. Je ne sais pas. C'est juste une proposition, c'est juste une suggestion. Ce Est-ce serait que, bien quand même. est-ce Oui, que l'objectif intermédiaire qui est attendu tout de même pour le 4 novembre, si j'ai bien entendu ce que vous avez dit, peut être un indicateur de la crédibilité de ce moteur bicéphale? Et est-ce qu'il y a encore une chance pour que l'UE sauve l'honneur après avoir tergiversé sur ses Bah, objectifs? très bonne question. Bah, oui, ça pourrait, ça pourrait. Euh, on espère. Ouais, ouais, parce que franchement, ben, comment dire, je ne peux pas dire des gros mots, mais c'est lamentable qu'ils aient pas pu se mettre d'accord sur ça. Mais franchement, bon. Mais je sais que c'est le problème, le contexte économique, etc. C'est compliqué, mais bon, voilà. C'est très décevant. Et c'est évident que si l'UE ne fait pas sa part, les autres pays vont dire, bah, si vous ne faites pas ça, bah, nous, on ne fait pas non plus. Donc, c'est clair. Surtout, déjà, les États-Unis ne font plus rien. Enfin, au niveau fédéral, parce que dans certains États progressistes, ils continuent. Hein. Il y a toujours le We Are Still In, il y a toujours les acteurs infranationaux qui continuent. Les États progressistes comme l'Oregon, je pense, Californie, New York, etc. Donc, bon, ça continue, hein, mais c'est juste qu'au niveau national, au fédéral, c'est compromis, quoi. Et c'est encore pire que lors de la première Ah oui, présidentielle. c'est pire, parce qu'il était bien préparé. Hein. Tout de suite, le 20 janvier, il avait tout préparé. Hein. Bon, blindé. Hein. Donc voilà, c'est plus dangereux. Alors, s'il n'y a J'ai plus une de petite questions, question. Vous m'entendez? oui, Oui,
C'était à propos de la transition juste. Est-ce que vous pouvez rappeler ce qui a un petit peu coincé à la dernière COP et quelles sont les perspectives pour cette année, sur quel point ils ont travaillé? Sur le début, je n'ai pas compris. La transition juste. Ah, la transition juste. Oui, bah, le programme de travail, donc bah, il n'y a pas eu de décision l'année dernière à Bakou. Donc, la transition juste, c'est un programme mis en place à Sharm el-Sheikh, si mes souvenirs sont bons. Et donc, c'était pour essayer, parce qu'il y avait une divergente opinion. Je pense que les pays industrialisés voulaient seulement parler d'un sujet. Non, ils voulaient que ça soit plus large, alors que les pays en développement, notamment les pays émergents, voulaient que ce soit axé sur le financement. Donc, alors que l'Union européenne et d'autres pays industriels voulaient que ce soit une vision plus large. Donc, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le périmètre de ce programme. Donc, le programme ne peut pas commencer à faire ses travaux tant qu'ils n'ont pas d'accord sur le périmètre du programme, quoi. Et je me rappelle, je pense, c'est pas l'année dernière, mais il y a 2 ans, vous allez voir dans mon document les enjeux, le guide des enjeux, il y a eu genre 6 ou 7 versions de la décision, du projet de décision avant qu'ils acceptent. Je pense que c'était même l'année dernière. Vous me permettez, je regardais dans ma Bible, je vais vous dire ça tout de suite. Alors attendez, je pense que j'ai ça. Mais c'est franchement un sujet. Donc cette année, ils devraient se mettre d'accord sur le périmètre. Il devrait, oui, en théorie, oui, il devrait, oui, j'espère. Évidemment, quand on cherche, on ne trouve pas. Oui, attends. Alors, Bakou. Non, c'est à Dubaï. Voilà, est-ce que c'est à Dubaï? Attendez, oui, il y a eu 10 versions du projet de décision, 10 versions, vous voyez? Avant qu'ils aient trouvé, ils ont adopté quand même, ils ont trouvé un consensus pour la décision 3/CMA5, mais voilà, 10 versions, donc ça veut dire que vraiment, ils n'étaient pas d'accord. Et l'année dernière, je ne sais pas combien de versions, plusieurs, je pense. Troisième version, voilà. Il y a eu 3 versions. Pas adoptée, faute de consensus. Selon plusieurs observateurs, elle contenait trop de lignes rouges pour trop de parties. Donc, aucune décision. Voilà. Donc, c'est très important quand même d'accompagner les régions affectées par justement la transition énergétique. Donc, c'est hyper important. On le voit déjà en Europe, avec la quasi-sécession d'un certain nombre de pays, des pays charbonniers en Oui, particulier. oui. Et la transition juste, c'est quand même dans l'accord de Paris, hein, dans la partie début, comment on appelle ça? Ça commence avec une lettre A, je ne sais plus comment dire ça. Et, tout au début, comment on appelle ça? Non, le préambule. Préambule, voilà, c'est ça. Donc c'est là-dedans, hein, c'est un des préambules. La transition juste, c'est important. Voilà. Y a-t-il d'autres questions, remarques, suggestions? Son 10e considérant, voilà. Tenons compte des impératifs d'une transition juste pour la population active et de la création d'emplois décents et de qualité conformément aux priorités de développement définies au niveau national. Donc ça, c'est dans l'accord de Paris, carrément. Voilà. Donc, vous aurez tout ça dans le document qui sera disponible sur notre site la semaine prochaine, si tout va bien. Si tout va bien. S'il n'y a plus de questions, on va vous laisser préparer votre déjeuner et Marc nous fera parvenir les slides qu'il a diffusés ce matin à ZAP. À ZAP, c'est l'après-midi. Je te les envoie et tu fais le Et je nécessaire. dispatche, ça marche. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup. Et bonne journée. Et oui, si vous écrivez, ne citez pas, s'il vous plaît. On a changé, c'est plus en majuscule partout, c'est C majuscule et le reste en minuscule. Mais vous n'allez pas citer, ne citez pas, je suis sûr. Mais vous voilà. respectez le code typographique, c'est bien. C'est ça. Et je reste à disposition si vous avez des questions pas trop compliquées et pas trop souvent. Non, je plaisante. Donc, au plaisir. Merci de votre écoute. Merci, bonne journée. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Je vais juste noter Anne-Claire.